Bonjour, cette vidéo commente le premier chapitre d'une série de cours sur les bases du traitement du signal. Une série de cours construite dans le cadre d'une formation à distance. Ce premier chapitre évoque les diverses classifications de signaux. Sur la plateforme de formation partenaire de cet enseignement, vous avez accès à l'intégralité des documents de cours, mais aussi aux travaux dirigés corrigés, ainsi qu'aux travaux pratiques que j'ai rédigés sur des calculateurs numériques associés ou encore sur des logiciels de simulation de circuits électroniques. J'indique en commentaire à cette vidéo les liens pour vous renseigner et pouvoir vous inscrire pour participer à cette formation. Même si tout au long de cette série de documents, je vais essayer de donner sens aux diverses notions présentées, le traitement du signal nécessite certains prérequis mathématiques, à commencer par la manipulation des fonctions trigonométriques. Pour cette notion, et comme pour toutes les autres, sachez que lors des travaux dirigés, mais aussi dans le cadre de l'évaluation qui valide ce module, vous pourrez disposer d'un formulaire complet. Hormis la maîtrise des fonctions trigonométriques et des relations de transformation, il vous sera également nécessaire de savoir déterminer les expressions d'intégrale et de savoir les calculer. Là encore, un tableau de primitives vous sera fourni lors des travaux dirigés. Également, la manipulation des nombres complexes est un prérequis obligatoire pour pouvoir appréhender les notions vues ensemble au cours de cette série de documents. Puisqu'il s'agit d'un module sur le traitement du signal, je vais commencer par la définition d'un signal. Un signal est la représentation physique d'une information à transmettre et donc le support qui sert à véhiculer cette information. Il peut être également le support qui permet de transférer l'énergie depuis un émetteur jusqu'à un récepteur. Au cours de cette série de documents, on va essentiellement s'intéresser à des signaux temporels, c'est-à-dire dont l'évolution varie au cours du temps. Par exemple, ici, un enregistrement de vibrations sismiques, ou encore un signal codant des informations à transmettre, par exemple dans le cadre d'une chaîne de transmission numérique. Autre exemple de signal, dans le cadre de cet enregistrement. Lorsque je parle dans le microphone, l'onde acoustique que je génère est convertie en un signal électrique. Ainsi, vous visualisez ici l'allure de ce signal qui est l'image de l'information transmise. On peut également caractériser ce même signal par son contenu fréquentiel. Ici, avec ce logiciel, je peux ainsi afficher le spectre du signal. Ce sont des notions que je détaillerai au cours de cette série de chapitres. Si, et je le répète, au cours de ce module, nous nous intéresserons qu'aux signaux qui évoluent au cours du temps, on peut également transmettre des informations sous une autre forme. Ainsi, on peut considérer qu'une image est également un signal informatif défini comme une évolution spatiale selon deux axes d'une information. Les signaux peuvent être décrits selon différents types de classifications. La première classification est la classification phénoménologique des signaux. Elle prend en considération l'évolution du signal en fonction du temps. Ainsi, on distingue deux grandes catégories de signaux, les signaux déterministes et les signaux aléatoires. Parmi les signaux déterministes, on définira les signaux périodiques auxquels on pourra ajouter les signaux continus en considérant qu'il s'agit de signaux périodiques de période infiniment grande et donc de fréquence infiniment faible. On peut également définir les signaux déterministes pseudo-aléatoires, quasi-périodiques, non périodiques. Parmi les signaux aléatoires, on distinguera les signaux stationnaires des signaux non stationnaires. Je vais commencer par décrire les signaux déterministes. Un signal déterministe est un signal dont la valeur à chaque instant peut être définie par une expression mathématique. Parmi ces signaux, on a distingué les signaux périodiques. Un signal périodique est constitué d'un motif qui se répète régulièrement. Ici, un signal dents de scie. Ce motif présente une durée, dénommée période, notée grand T, exprimée en secondes. On lui associe la notion de fréquence, comme étant égale à l'inverse de cette période, la fréquence est exprimée en Hertz. Parmi les signaux déterministes, on distingue également les signaux non périodiques ou apériodiques, qui sont essentiellement des signaux transitoires dont l'existence est éphémère. Les signaux quasi-périodiques résultent d'une somme de sinusoïdes dont le rapport des fréquences n'est pas rationnel. Les signaux pseudo-aléatoires sont des signaux périodiques mais avec à l'intérieur de la période un comportement aléatoire. On retrouve notamment ces signaux lors de transmission d'informations. Ici, un exemple de transmission numérique d'un signal informatif.
Deuxième catégorie de signaux, les signaux aléatoires ou encore stochastiques. Ce sont des signaux pour lesquels le comportement temporel est totalement imprévisible et donc ne peuvent pas être décrits mathématiquement par une expression. Ainsi, leur description ne peut se faire qu'au travers d'observations statistiques. Parmi ces signaux aléatoires, on distingue les signaux aléatoires stationnaires qui ont des caractéristiques invariantes au cours du temps. Ces signaux peuvent gêner à la perception ou l'interprétation des signaux et sont donc nommés bien souvent bruits ou parasites. Les signaux aléatoires non stationnaires sont des signaux aléatoires dont le comportement varie au gré d'une information à transmettre. C'est par exemple le cas de la parole que j'avais évoquée tout à l'heure. Deuxième type de classification de signaux, la classification énergétique. Cette classification s'appuie sur les définitions d'énergie et de puissance d'un signal. Un signal caractérise une variation se déroulant dans le temps ou dans l'espace. De tels phénomènes ont ceci en commun qui constituent un transfert d'énergie d'une source à un récepteur. Pour un signal temporel x de t, par exemple, le cas de ce signal ici non périodique, l'énergie, notée petit w, qui va être transférée au fil du temps, peut être modélisée par sa densité temporelle d'énergie, qui est notée en abrégé densité d'énergie. Cette densité d'énergie peut être définie comme la variation de l'énergie au cours du temps. Elle est également égale au carré du module du signal x de t. Ainsi, l'allure de la densité d'énergie correspond au tracé du carré du module de x de t. Si le signal temporel x de t est une tension exprimée en volts, alors la densité d'énergie s'exprimera en volts carrés. L'énergie transmise par le signal temporel considéré depuis une date t égale à 0 jusqu'à une date arbitraire notée delta t, exprimée en secondes, peut être définie et notée comme suit. L'énergie, donc W, depuis la date t égale à 0 jusqu'à la date t est égale à delta t, donc l'énergie transférée par le signal, est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à la date delta t de la densité d'énergie du signal. Cette relation traduit que l'écriture normalisée W0 à delta t de l'énergie du signal est égale à l'aire du tracé de cette densité d'énergie. Et si le signal x de t est une tension, exprimée en volts, cette écriture normalisée de l'énergie, W de 0 à delta t, va s'exprimer en volts carrés secondes. Dans le document Travaux dirigés associés à ce chapitre classification des signaux, un document que vous pourrez trouver sur la plateforme de formation partenaire à ce module, eh bien, vous pourrez trouver des exercices de calcul d'air associés à des signaux. Des exercices types qu'il vous faut savoir maîtriser. Alors pour cette classification énergétique, on va distinguer deux grandes catégories de signaux. Les signaux à énergie finie, c'est-à-dire les signaux pour lesquels l'énergie W peut être quantifiée. Ça va être le cas des signaux convergents. À l'opposé, il existe des signaux à énergie infinie. Ce sont des signaux non convergents. C'est le cas des signaux périodiques ou encore des signaux aléatoires. Mais alors, comment caractériser ces signaux à énergie infinie ? Eh bien, pour ces signaux, plutôt que de s'intéresser à la quantité totale d'énergie transmise, on peut étudier la quantité d'énergie transmise par unité de temps. Il s'agit de la puissance du signal. Ainsi, on définit que la puissance moyenne notée grand P sur l'intervalle 0 à une date arbitraire delta t est déterminée par P est égal à 1 sur delta t fois l'intégrale de 0 à delta t de la densité d'énergie. Là encore, si le signal considéré temporel est une tension exprimée en volts, eh bien la puissance notée grand P va s'exprimer en volts carrés. Par extension, la puissance totale du signal, donc en considérant l'évolution totale du signal au cours du temps, eh bien cette puissance, appelée usuellement la puissance grand P du signal, peut être notée comme étant la limite pour delta t tendant vers l'infini de 1 sur delta t fois l'intégrale de 0 jusqu'à delta t de la densité d'énergie. Or, si on regarde bien, ce terme ici, intégral, correspond à l'énergie du signal, l'énergie totale du signal. Et si ce signal présente une énergie finie, eh bien cette limite lorsque delta t tend vers l'infini de
cette énergie finie divisée par delta t implique que pour un signal à énergie finie, la puissance est nulle. Ainsi, voilà un résultat à retenir, les signaux à énergie finie sont à puissance nulle. Intéressons-nous à un exemple de signaux à énergie infinie, c'est le cas des signaux périodiques. On l'a vu, la puissance d'un signal correspond à la quantité d'énergie moyenne par unité de temps. Pour un signal périodique de période grand T, cette puissance peut être ramenée à la puissance, au calcul de la puissance sur une période de ce signal. Ainsi, la puissance peut être exprimée comme étant égale à 1 sur t, donc t période du signal, fois l'intégrale sur une période de cette densité d'énergie. Si on trace l'allure du carré du module du signal, eh bien, le calcul de cette puissance peut être amené à une période, à la considération d'une période du signal, voire même, pour un signal qui est symétrique, sur une demi-période du signal. Là encore, vous trouverez dans le document Travaux dirigés des exemples de calcul de puissance de signaux à énergie infinie, notamment le calcul de puissance de signaux périodiques. Alors j'ai introduit ici la notion de puissance dite normalisée, exprimée en volts carrés si le signal x de t est une tension. Cette puissance serait exprimée en ampères carrés si le signal considéré était une intensité, mais usuellement pour les signaux électriques, les puissances dites actives sont exprimées en watts. Quel est le lien entre cette puissance normalisée que je viens de définir et la puissance électrique? Eh bien la puissance active électrique exprimée en watts peut être définie comme la puissance normalisée fournie à une résistance R égale à 1 ohm. Et cette notion de normalisation est liée à cette valeur R égale à 1 ohm. Ainsi, à partir de l'expression d'une puissance normalisée d'une tension, la puissance grand P en watts est égale à cette puissance en volts carrés divisé par 1 ohm, ou encore à partir d'une puissance normalisée d'une intensité, la puissance en watts est égale à 1 ohm fois cette puissance en ampères carrés. Au final, la classification énergétique distingue deux catégories de signaux. Les signaux dits à énergie finie ou encore à puissance nulle, c'est le cas des signaux transitoires ou encore les signaux éphémères, et les signaux à énergie infinie, comme les signaux périodiques ou les signaux aléatoires, et ces signaux-là sont caractérisés par une puissance finie. À partir des divers thèmes décrits lors de ce module d'enseignement à distance, vous pourriez mettre en application les notions théoriques abordées à l'aide de différents logiciels ou calculateurs numériques. Ainsi, vous pourriez effectuer du traitement du signal sur des sons, traitement du signal sur des images ou encore du traitement du signal sur des mesures. Pour cela, je vous citerai quelques-uns des logiciels que j'utilise le plus. Donc Audacity pour le traitement de son. LTSpice, c'est un logiciel open source qui permet de simuler des circuits électroniques. Vous avez également MATLAB et Scilab qui sont des calculateurs numériques puissants qui reposent sur des langages de programmation dédiés. Vous avez également le logiciel d'instrumentation LabVIEW et puis vous avez aussi, par exemple, pour faire du traitement de mesure, possibilité de connecter des microcontrôleurs faisant office de carte d'acquisition. Je citerai par exemple Arduino. Voilà donc pour ce premier chapitre traitant des diverses classifications de signaux. Le second chapitre va traiter, quant à lui, de l'analyse des signaux périodiques.